l'idée, c'est de travailler sur la question des statuts juridiques. Donc, je vais effectivement me présenter et présenter la maison d'entrepreneur. Je vais vous proposer une démarche un petit peu différente, qui est une démarche qui consiste à justement ne pas essayer de lister un grand nombre de questions. Et ça, c'est un peu le pli analytique, mais qui est parfois on se dit on va lister toutes les questions qui sont que j'ai en tête, et puis on va en fonction de ça essayer de trouver la bonne organisation, la bonne architecture du raisonnement pour tomber sur il faut que je crée tel type de structure ou tel autre. On va raisonner un petit peu différemment. Au contraire, l'idée c'est de ne pas se polluer le raisonnement par des questions qui n'en valent pas la peine. Alors, qui n'en valent pas la peine, ça veut pas dire que la question n'est pas importante, mais ça veut dire que certaines questions que l'on se pose aboutiraient à la même réponse, quel que soit le statut juridique qui serait posé. Donc, on va reprendre un petit peu ce schéma-là, et en fonction de petit nombre, et le mot important c'est petit, en fonction du petit nombre de questions qui va nous rester pour arriver à identifier le bon statut juridique, on va reprendre les grands éléments sur les grandes situations sur les statuts juridiques qui existent, sachant qu'il n'en existe pas 67, il en existe 2 ou 3 grand maximum, pour arriver à identifier quelle est la bonne option à choisir selon la situation qui est la vôtre. Et puis après, on parlera d'un ou deux sujets avec une offre particulière, et puis je vous enverrai aussi les slides le cas échéant. Alors, qui sommes-nous? Donc moi, je représente la maison d'entrepreneur. Alors aujourd'hui, j'ai cette casquette plutôt de formateur et d'accompagnant à la création et à la reprise d'entreprise, étant entendu que j'ai monté bien modestement un petit groupe qui a 3 grandes activités, d'une part de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes, j'allais dire assez classique et traditionnel, de la formation, c'est la casquette d'aujourd'hui, la maison d'entrepreneur, et puis on a lancé un projet tout récemment, parce qu'on commence juste à en parler d'ailleurs un petit peu dans la presse web, qui est un projet solidaire. J'ai créé un fonds de dotation il y a un peu plus de 2 ans, et qui aujourd'hui a lancé un projet d'accompagnement des entrepreneurs en détresse. Et ça fait notamment référence à toute la difficulté que peuvent rencontrer les entrepreneurs qui aujourd'hui ont dû soit arrêter leur activité, soit à nouveau arrêter leur activité compte tenu du confinement dans certaines régions, dont l'Île-de-France. Le fonds de dotation a réuni des fonds issus de dons, et j'ai également constitué une équipe de coachs, de psychologues, d'accompagnateurs de dirigeants pour aider ces entrepreneurs-là à passer ce cap assez compliqué. Là, il s'agit vraiment d'une aide psychologique, personnelle, d'un soutien, etc. On n'est pas dans le sujet de l'aide fiscale, de l'aide organisationnelle, d'aller rechercher les bonnes aides, parce que là, pour le coup, toute ma profession d'expertise comptable, évidemment, on est un peu mobilisé sur le sujet. Donc, voilà les 3 grands sujets qui occupent mes journées, et ce type de conférence ou d'atelier que l'on va dérouler ce soir ensemble, c'est un atelier que je fais assez régulièrement, que ce soit auprès de structures ou de grandes sociétés qui lancent des plans de sauvegarde de l'emploi, de temps en temps auprès de Pôle emploi, etc. Donc, lançons-nous dans notre approche, et pour démarrer, je vous fais, ça fait partie des offres que vous verrez tout à l'heure, je vous fais de la pub assez librement sur le dernier livre que j'ai sorti, 355 pages, qui selon les situations sert soit à caler une armoire normande, soit à répondre aux premières questions que vous posez. J'en ai listé 5 ou 6 sur l'écran que vous voyez. Alors j'en fais de la pub librement, parce que je ne le fais pas, je ne le vends pas, ce bouquin, je l'offre, moyennant les frais de port, je vous en parlerai tout à l'heure, parce qu'on n'est plus en présentiel, donc c'est moins simple d'arriver à une conférence et de donner les livres que je faisais jusqu'à présent. Et donc vous verrez dans ce bouquin-là, vous avez un certain nombre de questions. Alors j'ai pas été devin particulièrement, j'ai juste listé toutes les questions que me posaient régulièrement les entrepreneurs quand j'avais un rendez-vous avec eux. Et évidemment, je passais de l'oral à l'écrit. Donc d'ailleurs, le sujet du choix du statut juridique se retrouve dans plusieurs chapitres dans le livre. Donc là, vous aurez le cas échéant, l'oral et l'image aujourd'hui, et puis l'écrit demain. Donc, ça y est, partons dans notre démarche. L'idée, j'aime beaucoup cette photo parce que on voit pour ceux qui connaissent, on voit l'aiguille du Midi qui est au fond dans massif du Mont Blanc et qui se dégage devant les nuages. Et l'idée, c'est bien ça. C'est bien d'arriver à pousser les nuages qui, pour avoir un langage un peu parlé, nous enfument dans un certain nombre de sujets, ou nous font parfois prendre la mauvaise route, pour arriver à se centrer sur les seuls points qui sont intéressants aujourd'hui. Alors, avant de faire ça, je vais vous inviter à un petit exercice qui n'est pas forcément le plus simple et le plus aisé, mais un petit exercice qui consiste à essayer de ne pas retenir les grandes idées reçues que l'on a. Je vous en ai listé quelques-unes.
la première, et c'est là je l'entends presque tous les jours, je veux créer une entreprise, te pose pas la question, il faut être micro-entrepreneur, il faut être auto-entrepreneur. Il n'est pas mauvais d'être auto-entrepreneur, ce n'est pas un statut à mettre de côté particulièrement, mais c'est pas le schéma immédiat. Je veux créer une entreprise, micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur n'est pas la panacée pour tout le monde, et de loin. Particulièrement si ça va être une activité principale, particulièrement si vous avez déjà cotisé un certain nombre d'années pour la retraite. Voilà, c'est pas forcément le statut idéal. Donc on va essayer d'éviter l'idée de dire c'est forcément micro-entrepreneur. Autre grande idée reçue, alors qui s'amenuise un peu, mais qui reste encore bien dans les esprits, c'est la complexité apparente pour immatriculer une société en France. On imagine que c'est extrêmement compliqué, extrêmement long, voire très coûteux. Il n'en est rien. C'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine, c'est beaucoup plus rapide, il suffit de quelques jours. Alors, méfiez-vous des pubs sur Internet quand on vous dit immatriculation en 24 heures. C'est 24 heures à compter du moment où vous avez signé tous les documents et notamment déposé le capital en banque. Ça prend toujours mécaniquement plus que 24 heures. Ça ne va pas prendre moins réglementairement, ne serait-ce que par les contrôles que va faire le banquier d'un instant où vous allez déposer votre capital. Mais c'est relativement simple, relativement rapide de créer une entreprise et on n'a pas non plus 98 questions à se poser qui prennent 3 nuits d'insomnie totale. Autre point, alors ça c'est à la fois de l'idée reçue et c'est parfois du travers. Je suis entrepreneur, je crée une entreprise, voilà, il faut que je trouve le statut qui par défaut ne me fasse rien payer. Je suis entrepreneur, une entreprise ne devrait rien me coûter. Je suis entrepreneur, je vais lancer une activité, ça ne doit rien coûter à mon portefeuille. Ça, c'est un raisonnement qui est faux. Je vois parfois des entrepreneurs qui me disent j'ai créé une activité, mais voilà, si je dépense 200 €, ce sera le bout du monde. Je dis, faut pas être entrepreneur, quoi. Il y a un minima. Une entreprise, ça coûte forcément de l'argent. Ça ne veut pas dire que ça n'en rapporte pas. Et même l'idée, c'est que ça en rapporte évidemment beaucoup plus que ça on a généré. Mais pour autant, il y a un moment donné, il va falloir un peu prendre le risque de dire tiens, j'en crée une, peut-être prendre le risque de dire mais je vais peut-être communiquer, réserver un nom de domaine sur Internet. On peut imaginer que c'est une dépense risquée, mais ça coûte quasiment rien non plus. Donc l'objet n'est pas de trouver le statut ou de trouver l'organisation qui fasse que je vais, notamment en matière fiscale, notamment en matière sociale, ne rien payer. Parfois, je reviens avec la première idée, on me dit mais il faut être micro-entrepreneur, ça coûte rien, c'est génial, et les charges sociales sont très faibles. Oui, peut-être, mais il y a des situations où les charges sociales d'abord sont pas très faibles, sont énormes, voire peut-être même supérieures à ce qu'on aurait dans son autre statut. Payer 22% de son chiffre d'affaires, d'un instant mon chiffre d'affaires arrive à 60 000 €, vu ce que ça me donne en retraite en micro-entrepreneur, c'est complètement déraisonnable et c'est beaucoup plus cher que ce que j'aurais dans une autre situation. Donc voilà, ne nous focalisons pas sur l'idée, je veux créer l'entreprise, mais l'idée c'est que ça ne me coûte rien et que je puisse optimiser fiscalement. C'est pas le premier objet. Et puis, ça c'est je me bats contre ça, même si je suis un grand utilisateur du moteur de recherche Google et d'Internet en général, notamment pour la communication sur mes activités diverses. Mais il y a énormément de choses sur Google, il y a énormément aussi d'INEFSI, il y a énormément de situations qui sont intéressantes pour l'individu qui les a écrites, qui sont intéressantes compte tenu de la situation de la personne qui s'est exprimée, mais pas forcément de manière générale. Donc attention à ça, parce qu'on imagine qu'on va tout avoir sur Google, donc oui, on peut presque tout faire. Mais en termes de conseils, à un moment donné, il faut se remettre dans une certaine réalité, sinon un certain professionnalisme. Je ne critique pas au-delà de ça l'usage d'Internet, mais sur certains sujets, notamment entrepreneuriaux, parfois il y a des choses qui laissent à désirer. Je vous ai listé 5 grands domaines, 5 grandes typologies de questions qui sont des questions importantes. Mais à l'intérieur de ces questions, on va voir qu'il y en a quelques-unes qui ne m'intéressent pas. Alors évidemment, la question, on est en France, on adore ça, la question de la fiscalité. Donc quand je parle de fiscalité, je parle uniquement d'impôts. Enfin, uniquement, me direz-vous, peut-être un terme un peu exagéré, mais je parle uniquement d'impôts, à la fois l'impôt qu'on va payer dans la société et l'impôt que l'entrepreneur va devoir acquitter, le fameux impôt sur le revenu que nous connaissons tous. Donc la question de la fiscalité, à l'intérieur de l'entreprise et à titre personnel, c'est un des sujets. La question du patrimoine, ça fait notamment référence à une question que l'un d'entre vous a posée par mail. Est-ce qu'on est plus protégé dans la situation d'une URL ou d'une SASU? On va regarder le point, l'idée n'étant évidemment de ne pas mettre sur son patrimoine ou acquis ou en cours d'acquisition, le patrimoine de son conjoint, de ses enfants le cas échéant, une épée de Damoclès, parce qu'on va créer une entreprise assurément. Autre sujet, la question de Pôle emploi, l'articulation avec Pôle emploi. Y a-t-il un statut juridique qui soit préférable dans le fonctionnement avec Pôle emploi, la perception de l'allocation retour à l'emploi, dans la manière de calculer les éventuelles rémunérations, l'intérêt qu'on pourrait avoir à se rémunérer? C'est un sujet.
Un autre point, la question des charges sociales. Alors, quand on fait référence à la question des charges sociales, c'est un sujet nouveau dès l'instant de l'entrepreneur. Parce que je suis salarié d'une entreprise, je ne me pose pas du tout la question des charges sociales. Je sais que le contrat de travail, la société, la convention collective à laquelle adhère ma société, l'environnement social lié notamment à une partie du droit du travail, va faire que je suis protégé socialement, que sur mon salaire, j'accumule de la retraite, que du fait de mon salaire, j'ai certaines charges sociales qui sont payées, mais dont d'ailleurs j'ai une vision assez faible, parce que souvent on s'intéresse à son salaire net, on recalcule rarement son salaire brut pour apprécier la différence. En plus, les bulletins de salaire étant tellement illisibles en France qu'on a toujours du mal à reconstituer la différence entre le net payé avant prélèvement à la source, le brut. Enfin bon. Donc c'est un élément nouveau, mais c'est un élément important parce que de fait on va être soumis à un certain type de prélèvements sociaux. Et ma société, particulièrement si c'est moi qui la détiens à 100% ou 99%, ce sera à elle de payer les charges sociales. Donc c'est un vrai élément qui s'offre à moi aujourd'hui. Donc là, voir quelles sont les charges sociales en vertu des différents statuts, là, il peut y avoir un sujet potentiellement intéressant à traiter. Et puis, on a tous en tête le fait de rester la bouche ouverte et bouche bée devant un papier en tête, une carte de visite de notre beau-frère qui nous a dit qu'il a créé une SASU à 50 000 € de capital. Ça donne l'idée d'une très grande société. Donc la question de la visibilité, la question de la manière d'apparaître, la manière de se vendre auprès des tiers est un vrai sujet aujourd'hui lorsque l'on est entrepreneur. Donc là, on a 5 grandes questions qui vont reprendre à peu près tous les sujets sur lesquels je n'ai pas envie d'être en zone de risque, ou tous les sujets qui vont me permettre d'identifier le statut juridique opportun dès l'instant où j'ai choisi cette démarche entrepreneuriale. Dans ce paquet de 5 questions, on va en éliminer un certain nombre, et je vais vous proposer déjà d'en éliminer 3. Alors la première, c'est la question de la fiscalité. Elle ne m'intéresse pas, cette question-là. Elle ne m'intéresse pas, comprenez mon propos. En plus, en tant qu'expert comptable, dire que la fiscalité ne m'intéresse pas, ça serait un petit peu exagéré, mais il ne s'agit pas du fait que la question n'est pas importante. Il s'agit du fait que la manière de répondre à la question ne m'intéresse pas sur le choix du statut juridique. Pourquoi ? Parce que si l'on s'intéresse aux deux grands lieux de la fiscalité qui est dans l'entreprise, celle qui est en dehors, je mets de côté les micro-entrepreneurs, je vais revenir dessus après. Si on s'intéresse à la fiscalité qui est dans l'entreprise, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a des taxes qui sont liées à l'activité. Je suis dans le domaine, alors direz-vous, aujourd'hui, ça ne s'applique pas tout à fait, mais dans le domaine du spectacle vivant, dans la distribution de textiles, j'ai un cinéma, je vends une activité de boucherie particulière. Je ne pense pas que vous soyez allié dans ce domaine-là, compte tenu du secteur dans lequel vous avez baigné, au sein duquel vous avez baigné pendant quelques années. Mais dans certaines activités, il y a des taxes qui sont liées au métier. Donc là, c'est le métier qui va induire la taxe, c'est en aucun cas la forme juridique. Et puis ensuite, il y a les 3 grands sujets que l'on connaît bien. Il y a la TVA, l'impôt sur les résultats, ce qu'on appelle aussi l'impôt sur les bénéfices, et puis une petite taxe qui s'appelle la CFE, la contribution foncière, qui était avant un élément de ce qu'on appelait avant la taxe professionnelle qu'on a eu depuis les années 60. Sur ces 3 grands sujets-là, est-ce qu'il y a des statuts juridiques qui sont plus intéressants que les autres? Alors déjà, sur la question de la fiscalité sur les résultats, j'ai un bénéfice dans mon activité qui se calcule de manière suivante, c'est chiffre d'affaires moins mes dépenses, assez couramment. Et donc le calcul du bénéfice, mettons de côté micro-entrepreneur, le calcul du bénéfice, le calendrier de paiement de l'impôt, le taux de l'impôt, les dépenses qui se déduisent jamais du résultat. Pour un exemple, les fameux costumes et les frais vestimentaires qui ne se déduisent jamais d'un bénéfice fiscal, hormis quelques vêtements de sécurité et autres, mais la manière de comptabiliser, d'enregistrer les produits, la manière d'enregistrer le chiffre d'affaires, tout ça est exactement, rigoureusement, absolument identique d'un statut à un autre. Le statut de la SASU, de la SARL, de la SCOP, de l'EURL, de l'entreprise individuelle même, que je veuille créer une société ou pas, je peux être dans la même fiscalité. Si je veux être absolument imposé à un impôt sur le revenu, c'est-à-dire déclarer mon bénéfice dans ma déclaration d'impôt sur le revenu, c'est possible dans tous les statuts. Si je veux être imposé à l'impôt sur les sociétés, c'est possible dans tous les statuts, même si je ne crée pas de société, même si je suis entrepreneur individuel. Donc sur ces sujets-là, je ne vais pas y chercher quelque chose de plus intéressant. Le taux de l'impôt sur les sociétés, il ne se calcule pas en fonction de la forme juridique. Je vais même aller un peu plus loin, ce qui va m'introduire aussi la question sur la TVA. Si on s'intéresse à une forme juridique qui parfois peut passer furtivement dans l'esprit pour savoir si ce serait le bon statut pour créer son entreprise, le statut d'association, une association assez célèbre qui s'appelle la Fédération française de football
est une association loi 1901, donc à but non lucratif, évidemment, hein, le football, il n'y a pas de bénéfice. Et donc, dans cette activité-là, cette association-là paie un certain nombre de centaines de milliers d'euros d'impôts sur les sociétés, de centaines de milliers d'euros de TVA. Évidemment, dès qu'on achète une place, dès qu'il y a des droits télé, dès que j'achète un mug avec le nom de l'équipe qui m'intéresse, avec ça, et c'est où l'instant où c'est vendu par la Fédération française de football, bah pour le coup, il y a de la TVA, il y a de l'impôt sur les sociétés. Et ils ont même sur leurs locaux une fiscalité, notamment la fameuse contribution foncière. Je prends un autre exemple, dans le domaine du sport, parce que c'est eux qui ont beaucoup d'associations, la Fédération française de tennis, qui notamment est propriétaire d'une partie de Roland-Garros dans Paris 16e, a une taxe qui est liée évidemment au fait d'être propriétaire, d'exercer une activité professionnelle dans cet endroit-là, malgré le fait que ce soit une association loi 1901 à but non lucratif. Donc ce n'est jamais le statut juridique qui définit la fiscalité, c'est l'activité qui définit la fiscalité. Et créer une association pour être dans le domaine du conseil, j'aurais la fiscalité que si j'avais créé exactement la même fiscalité que si j'avais créé une SASU, assurément, avec en plus toutes les complications liées à l'association par rapport à la société de l'instant où c'est moi qui gère l'activité. Et lié avec ce sujet de fiscalité, la question de la TVA. Alors la TVA, déjà, d'un instant, je suis entrepreneur, je suis au milieu du schéma économique, hein, je vends des services ou des produits à un de mes clients, et j'ai peut-être acheté les mêmes services, ou acheté d'autres services pour pouvoir en vendre d'autres, ou acheter des produits pour pouvoir les revendre. Donc je suis au milieu du schéma économique entre des fournisseurs et des clients. La TVA ne me coûte rien. Non seulement elle ne me coûte rien, mais elle ne me rapporte rien, enfin, sauf si je souhaite ne pas tout déclarer ou essayer d'escroquer la caisse de Bruno Le Maire, mais la TVA n'est pas un système qui me coûte de l'argent, bien au contraire, ça me permet d'envisager toutes mes dépenses sur un montant hors taxe et non plus sur un montant TTC, que ce soit mon téléphone portable, mon ordinateur, une connexion Internet, des frais de déplacement, notamment quand ce sera réouvert, des frais de restaurant pour inviter ses clients, ses prospects, ses partenaires, etc. Et la question de la TVA aussi se traite en fonction du statut. Alors la question de la TVA, là pour le coup, elle est pour tout le monde pareil, y compris les micro-entrepreneurs. La question de la TVA, c'est en dessous du seuil de 32 400 et quelques euros avec une tolérance à 34, 35 000, je n'ai pas de TVA. Je peux ne pas facturer de TVA à mes clients, je ne récupérerai pas la TVA sur mes dépenses. Au-delà, j'ai de la TVA qui s'applique, même pour un micro-entrepreneur. Donc la question fiscale à l'intérieur de l'entreprise n'est vraiment pas une question intéressante. Je ne vais pas trouver le choix, la réponse, est-ce que j'ai intérêt à créer une SRL ou une SAS? Est-ce que j'ai intérêt à créer une URL ou une SASU sur ces critères-là? Alors le cas particulier des micro-entrepreneurs est un cas intéressant parce qu'on va se dire, si ça coûte beaucoup moins cher, un micro-entrepreneur, il déclare son chiffre d'affaires, il déduit des frais qui sont calculés forfaitairement, on a droit à un abattement, évidemment, 34% jusqu'à 71% du chiffre d'affaires. La question est de savoir si, dans ce statut-là, mes frais sont-ils supérieurs ou inférieurs au pourcentage d'abattement. Et dans certains cas, notamment si je fais travailler, on va y revenir, des sous-traitants, des stagiaires, pourquoi pas des salariés ou des apprentis, je vais me retrouver avec un résultat réel, un bénéfice réel, plus faible que celui sur lequel sera basée la fiscalité. Donc le régime fiscal d'un micro-entrepreneur n'est pas toujours un régime profondément intéressant sur la question de la fiscalité. Puis on va voir après sur la question des charges sociales tout à l'heure. La question du patrimoine. Alors, vous allez me dire, non, c'est quand même, il doit quand même y avoir des organisations, il faut que mon statut soit, me permette plutôt d'être protégé sur le patrimoine. Je suis en train d'acheter ma maison, mon appartement, mon épouse a hérité de biens, j'ai hérité de toute la jaquette qui m'a fait une donation la semaine dernière, donc je dois bien avoir évidemment une organisation qui me permette d'être protégé. Alors en fait, oui, mais tous les statuts juridiques protègent exactement de la même manière. Même le statut de micro-entrepreneur, qui était celui qui était un peu à la traîne, depuis 2018, il est possible de créer, alors c'est un statut un peu hybride, mais il est possible de créer une micro-entreprise RL, micro-entreprise à responsabilité limitée, RL étant les deux initiales de responsabilité limitée. Donc tous les statuts me protègent autant. Je ne suis pas plus protégé dans une SRL que dans une SAS, dans une SCOP que dans une micro-entreprise. Même que je veuille créer une société ou que je ne veuille pas en créer une, comme un micro-entrepreneur, comme un entrepreneur individuel classique, j'ai la même protection. Donc, je ne vais pas chercher un statut juridique qui me protégera plutôt qu'un autre parce qu'il n'existe pas aujourd'hui. Donc, ce ne sera pas une question pertinente à conserver. Également, la question de Pôle emploi, là non plus, c'est pas un sujet important, parce que dans toutes les situations, Pôle emploi me donne droit, si je suis éligible à Pôle emploi, c'est-à-dire si j'ai un arrêt de contrat de travail qui me rend éligible à percevoir l'allocation retour à l'emploi pendant la durée qui est la mienne, entre moins de 53 ans, plus de 53 ans, 24 mois ou 36 mois, selon la durée de cotisation, enfin bref. Donc toutes ces situations-là sont traitées exactement de la même manière, le calcul de l'allocation retour à l'emploi, le calendrier, le délai de carence, tous ces sujets-là sont traités exactement de la même manière, que je sois un entrepreneur en version SAS par exemple, en version micro-entrepreneur ou en version SARL.
la seule modalité qui va pouvoir changer, et là qui n'est pas au bénéfice des micro-entreprises, c'est le fait que dès l'instant que je suis micro-entrepreneur, mon chiffre d'affaires est égal, modulo près à un pourcentage d'abattement que j'évoquais tout à l'heure, à de la rémunération. Et alors par extension, hein, on en parlera tout à l'heure, mais l'activité de micro-entreprise a ceci de peu pratique que je ne pilote rien lorsque je suis micro-entrepreneur. Je ne peux pas piloter ma fiscalité, je ne peux pas piloter mes charges sociales. Et qui est-ce d'ailleurs qui définissent le montant de mon impôt à payer, voire le franchissement de certaines tranches d'impôt sur le revenu, ce sont mes clients, ce qui est quand même assez peu pratique lorsque je veux, ou si je veux, essayer d'optimiser un petit peu le schéma fiscal, le schéma social. Donc, mettons de côté ces questions-là qui ne sont pas des questions opportunes, qui vont me permettre de déterminer le bon statut juridique, mais concentrons-nous sur les questions qui nous restent. Et les questions qui nous restent, il n'en reste pas 50, il en reste 3. Vous allez voir qu'elles se résolvent de manière assez claire. La question des charges sociales, la question de la visibilité. Dans le petit panneau tout à l'heure, j'avais mis visibilité et investisseurs que j'avais mis dans une seule question. Je vais la scinder pour une question pour être plus détaillé et plus précis. Mais le sujet essentiel aujourd'hui, c'est la question des charges sociales. Et là, je parle du statut social du dirigeant. Je ne parle pas de vos éventuels salariés ou apprentis ou stagiaires ou autre chose. Là, pour le coup, vous prenez de face, allais-je dire, le droit du travail applicable en France. Et là, quel que soit le statut, même un particulier employeur qui embauche quelqu'un pour s'occuper de ses enfants ou tailler son gazon, a les mêmes obligations juridiques et sociales que la SAS Achète Livre, qui embauche un certain nombre de personnes. Donc là, on va parler du statut social du dirigeant. Aujourd'hui, il n'existe que 2 statuts sociaux pour un entrepreneur. Soit on est un non-salarié, donc c'est ce qui fait référence à la SRL et à l'URL, soit on est un assimilé salarié. Et le mot important dans cette formulation-là, c'est assimilé, c'est pas salarié en fait. Le statut de salarié n'existe pas lorsque l'on est entrepreneur. Je ne peux pas être dans ma société salarié au sens juridique du terme, et salarié au sens juridique du terme fait référence à une notion quasi exclusive qui définit le contrat de travail en France. Et ça, c'est repris régulièrement, et d'ailleurs, tout à fait récemment, c'est la semaine dernière, me semble-t-il, ça a été repris par un autre pays, alors voisin, qui n'est plus de la communauté européenne, mais voisin de chez nous, qui est l'Angleterre, où ils ont redéfini, comme chez nous en fait, le contrat de travail qui est lié à un lien de subordination. Quel lien de subordination existe-t-il entre moi, entrepreneur, et moi, président, et moi qui travaille dedans, et moi qui fais tout dans ma boîte? Donc, évidemment, ça n'existe pas. Donc, on n'a plus ce lien de subordination, on n'a plus la couverture Pôle emploi, ce qui est un des statuts, un des éléments. Alors, pour vous rassurer, on vit très bien sans avoir le parachute Pôle emploi en tête. Ça veut quand même dire qu'on peut être en train d'écluser des droits liés à un contrat de travail précédent, mais dans notre activité professionnelle nouvelle, on ne va plus cotiser à Pôle emploi. Donc, il y a 2 statuts, non salariés ou assimilés salariés. Comment se comprend ces deux statuts-là? Si je veux raisonner sur un niveau de rémunération net identique, j'ai mis 1 000 € dans mon exemple, pour que je puisse me verser 1 000 € de rémunération nette dans une SRL, il faut que ma société elle ait en trésorerie disponible un peu plus de 1 400 €. 1 000 pour moi, mon net, et puis 400 à 450 pour les charges sociales, notamment l'URSSAF et la caisse de retraite. Et puis, dans une SAS ou SASU, les mêmes 1 000 € de rémunération supposent une trésorerie disponible dans la société de l'ordre de 1 800 €. 1 000 pour moi toujours, et 800 € pour payer les charges sociales, donc URSSAF et caisse de retraite. La différence de cotisation qui paraît énorme, alors peut-être que les 1 800 vous paraissent énormes, si ça vous fait bondir, je vous invite à regarder un de vos bulletins de salaire assez récent, mais même assez ancien d'ailleurs, d'un mois normal, un mois classique, et vous comparez le net que vous avez perçu. Je ne parle pas du prélèvement à la source, donc le net avant prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, c'est complètement autre chose, ça n'influe pas là-dessus. Le net avant prélèvement à la source et le brut chargé, le coût complet pour votre employeur, qui est une obligation qui figure sur les bulletins de salaire. Vous allez arriver plutôt, vous allez me dire, c'est plutôt un rapport de 1 à 2, alors que là, on a un rapport de 1 à 1,8. Parce que là, j'ai pris que les régimes obligatoires. Je n'ai pas tenu compte de la mutuelle, qui n'est pas obligatoire pour vous. Je n'ai pas tenu compte de la prévoyance, voire, selon le cas, selon vos situations personnelles, le fait de cotiser dans des mécanismes de sur-retraite qu'on appelle les retraites par capitalisation. Donc là, on est sur deux mécanismes avec les 2 caractéristiques qui sont liées à ce que me couvrent les charges sociales. Quand on parle de charges sociales, que vous soyez salarié, que l'on soit entrepreneur, que l'on soit fonctionnaire, les charges sociales couvrent toujours 2 pans de la protection sociale, celle immédiatement, celle aujourd'hui, la Sécu, le remboursement des frais médicaux, ceux de ses enfants s'ils sont rattachés à sa carte vitale, ceux de son conjoint si le conjoint est rattaché à la carte vitale. Et puis la protection sociale demain, la question de la retraite, donc accumuler la trésorerie qui nous sera versée demain sous un schéma de rente à vie au moment où on partira en retraite. Ce sont les 2 lieux de la protection sociale.
Ce qui différencie le taux de cotisation entre un gérant de SARL et un président de SAS, c'est uniquement, et j'insiste sur le mot uniquement, les questions de retraite par répartition. La protection sociale est rigoureusement, strictement, absolument, en tout point, exactement identique entre un gérant majoritaire de SARL et un président de SAS. Nous sommes dans les mêmes niveaux de protection sociale obligatoire. Il restait un point de différence qui a été gommé assez tardivement, mais tout de même qui a été gommé par le législateur en début 2018, c'était la manière de prendre en compte l'indemnisation du congé maternité des entrepreneurs. Une femme entrepreneur avait un congé maternité qui était calculé, indemnisé sur des bases forfaitaires dans une SARL, calculé au prorata du salaire ou de la rémunération versée précédemment dans une SAS. Le législateur en début 2018 a mis d'équerre ce régime-là. Donc aujourd'hui, quel que soit le statut de la femme gérante ou de la femme présidente de la société, en congé maternité, le calcul est le même, c'est au prorata du salaire dans les deux situations. Donc, on est vraiment dans la situation d'une protection sociale identique. Le remboursement des frais médicaux, les appareils dentaires des enfants, les radios, enfin tout ce qu'on peut imaginer lié à la Sécu, au remboursement de frais médicaux classiques, est traité de la même manière. Ensuite, il y aura la question volontaire. Je veux une prévoyance, je veux être indemnisé dès le 30e jour, dès le 3e jour par la prévoyance si jamais je suis en maladie longue durée, etc. Ça, ce sont des choix qu'on va faire lorsque l'on est entrepreneur, mais ça n'influera pas sur le taux de cotisation. En revanche, ce qui va faire la différence, c'est la retraite par répartition, évidemment. Dans une SARL, je cotise moins en retraite par répartition que dans une SAS. La question ne se range pas aussi aisément, elle se range facilement, vous allez le voir, mais pas aussi aisément que de se dire il faut que je cotise plus, c'est plus intéressant que de cotiser moins. Ça, c'est un mauvais raisonnement lorsque l'on est entrepreneur. Lorsqu'on est salarié, c'est différent, parce que lorsque je suis salarié d'une entreprise qui ne m'a pas, que je ne détiens pas, donc dont je ne maîtrise pas toutes les dépenses, c'est pas moi qui paie les charges sociales, donc je peux avoir un raisonnement qui est un petit peu différent. Mais lorsque je suis entrepreneur, on a plutôt un raisonnement qui consiste à adopter une stratégie particulière, qui est de dire, je vais regarder quel est l'effet des cotisations. Or, aujourd'hui, l'effet des cotisations dans le régime de retraite par répartition, plus les cotisations sont longues, plus la durée de cotisation est longue, ça veut dire plus le temps qui me sépare, l'espace-temps entre aujourd'hui et le moment où je pourrais partir en retraite, qui n'est pas le moment où j'arrêterai de travailler forcément. On peut bien évidemment continuer au-delà de sa retraite. Mais plus l'espace-temps entre aujourd'hui et le moment où je pourrais partir en retraite est long, plus l'incidence de la retraite par répartition est faible. C'est-à-dire que je vais perdre de la rentabilité à cotiser longtemps et lourdement potentiellement si j'ai des bonnes rémunérations, sur un régime de retraite par répartition dès l'instant où je suis à plus de 12, 13 ans, ou 11 ou 14 ans, enfin c'est une fourchette bien évidemment, par rapport au départ en retraite. C'est-à-dire que ces éléments-là seront d'autant plus efficaces de cotiser ailleurs sur des régimes de retraite par répartition qui vont me permettre de cotiser moins dans le schéma SARL pour une durée de cotisation qui va être longue, si et seulement si je compense une partie de ce défaut de cotisation par des retraites par capitalisation. Dit autrement, plus je suis loin de la retraite, moins j'ai intérêt dans une SAS et à cotiser lourdement dans le régime de retraite des salariés. Alors ça serait une idée reçue que je pourrais d'ailleurs mettre dans mon premier slide de tout à l'heure, le régime de retraite. En France, il est évidemment majoritairement occupé par des salariés. Mais le régime de retraite en France idéal, le plus intéressant que je peux piloter, et notamment sur plus la durée est longue en partir en retraite, plus j'ai de capacité à le piloter, ce n'est pas le régime des salariés, évidemment non. C'est le régime que je vais créer moi en essayant de minorer mes retraites par répartition et en gonflant la partie de retraite par capitalisation. Et ça, sur une durée longue, j'ai largement le temps de faire une vraie cotisation de retraite et un vrai schéma en matière de retraite. Donc aujourd'hui, on est dans l'idée que plus je suis loin de la retraite, plus j'ai intérêt dans un schéma SARL et à capitaliser sur la durée. Je ne pourrais pas m'exonérer de charges de retraite par répartition, fort heureusement d'ailleurs, sinon ce serait l'arrêt du système et l'implosion du système, mais je peux en revanche cotiser moins et j'aurai le mécanisme, les effets suivants qui vont être de dire que si je cotise moins, ça me coûte moins, parce que je ne vais pas avoir les mêmes charges sociales que dans une SAS, et en même temps, je vais pouvoir aussi avoir le fait de capitaliser, donc d'avoir une meilleure retraite à la fin. Quelqu'un qui est à 20 ans si on prend deux jumeaux qui sont à 20 ans chacun du départ en retraite, un qui crée une SARL ou qui crée une SAS, avec le même niveau de rémunération, le même passé évidemment, un peu les frères Bogdanov de l'entrepreneuriat, les jumeaux absolument identiques, celui qui aura créé sa SARL sur 20 ans et en ayant réduit ses charges sociales de répartition en termes de retraite et cotisé sur de la capitalisation, aura une meilleure retraite qui lui aura coûté moins cher que son jumeau qui sera resté en SAS. En revanche, si je me rapproche du
du départ en retraite, je n'aurai pas assez d'espace-temps pour compenser de la non-cotisation dans le régime de retraite par répartition par de la capitalisation, notamment du fait d'une conséquence du régime ou de l'organisation assez contraignante du juridique français, mais dans le bon sens du terme, dans mon expression, qui est que plus je me rapproche de mon âge de départ en retraite, plus je vieillis, dirions-nous, moins je vais pouvoir cotiser dans des régimes de retraite par capitalisation sur des documents, sur des choses risquées, sur des placements risqués. Auquel cas, je vais plutôt être dans la situation où plus je me rapproche de l'âge de la retraite, plus je vais cotiser sur ce qu'on appelle des fonds euros, donc globalement sans grande rentabilité. C'est aussi pour ça que, proche de la retraite, j'ai pas intérêt à réduire mes charges sociales de retraite par répartition pour compenser par de la capitalisation, parce que ça ne compensera pas pour le coup. Donc aujourd'hui, on en arrive à ce raisonnement-là, qui est de dire plus je suis loin de la retraite, plus la SAS est peu intéressante pour moi. En revanche, la SAS ou la SASU est un schéma intéressant pour moi. Alors ça suppose aussi que je puisse considérer que ne pas être salarié est un schéma qui est tout à fait concevable. Et je sais que voilà, Google ne nous aide pas non plus là-dessus, mais en termes de calcul, et ce que je vous dis là, c'est pas des élucubrations d'un expert comptable, hein, c'est du calcul actuariel que tous les assureurs ont fait, et sur le schéma sur lequel on est à peu près tous complètement d'accord sur le sujet. Ça, c'était un des points, une des questions. Autre question, la question de la visibilité. Alors, peut-être connaissez-vous ou êtes-vous déjà passé d'ailleurs dans des services achats. On se rend compte que si mes clients, ce sont des grands groupes, ce sont des grosses PME, ce sont des ETI, c'est l'État au sens large du terme, que ce soit des EPIC, des collectivités territoriales, des SEM, des sociétés publiques, je vais devoir passer par les fauches collines des services achats. Les services achats, ils vont valider effectivement que je remplis le besoin opérationnel de la société ou de mon futur client, mais ils vont aussi regarder d'autres sujets, comme la dépendance financière vis-à-vis d'eux, comme la forme juridique, comme le capital, dans une moindre mesure, mais parfois ça joue, le siège social. Et donc, je vais devoir montrer ce qui est complètement aberrant en termes de raisonnement entrepreneurial, mais je vais devoir montrer que ma société a les reins solides, qu'elle est suffisamment ancienne pour pouvoir mener ces missions-là, et surtout qu'elle a la forme juridique qui est attendue. Là où je dis que c'est aberrant, c'est pas parce que j'ai une SAS que je suis un meilleur professionnel que si j'étais micro-entrepreneur, pas parce que j'ai une SARL et donc je suis un moins bon, moins compétent, moins rapide, moins efficace que si je suis dans une SAS ou une SASU. Évidemment, ce type de raisonnement-là n'a aucune réalité. On est dans le subjectif complètement, mais ça fait partie du sujet. Dans les appels d'offres, la SARL passe après la SAS, c'est évident, c'est mécanique. Ça fait presque partie du raisonnement un peu immédiat pavlovien. Alors, ça repose en partie sur de l'histoire juridique, hein, jusqu'en 2008 et 2009. Pour créer une SAS, il fallait respectivement 37 000 € de capital et un commissaire aux comptes obligatoire. Aujourd'hui, je peux créer une SAS ou une SASU, hein, pareil, hein, sans commissaire aux comptes et avec 1 € de capital. Mais ces vieux raisonnements-là existent toujours et sont relativement encore présents. Peut-être avez-vous connu ou connaissez-vous des personnes dans les services achats qui pourraient vous confirmer ce sujet-là? Donc, dans certains cas, ça suppose évidemment que je vais adopter la forme juridique qui est attendue. Là, on parle du fait de se faire référencer, du fait de générer des chiffres d'affaires. On ne parle pas des charges sociales, de la retraite, de la fiscalité ou d'autres choses. On parle de ce qui fait le nerf de la guerre, et qui est le principal élément sans quoi mon projet entrepreneurial tombe à l'eau de manière immédiate et définitive, c'est le chiffre d'affaires. Donc, dans certains cas, j'ai besoin de montrer que je suis plutôt en SAS qu'en SARL, et appel d'offres public ou privé, société d'économie mixte, etc. Le micro-entrepreneur n'est quasiment jamais connu, à défaut d'avoir une relation particulière et exclusive avec le directeur des achats. Mais sinon, c'est un statut qui n'est quasiment jamais connu, jamais référencé dans ce type de situation. Donc, il faut que je regarde aussi quelle va être l'importance de ma clientèle. Vous vendez des services sur Internet, vous vendez des applications, enfin des accès à une application mobile, vous vendez des abonnements à vos newsletters sur des sujets très techniques, très particuliers. Vous vendez des produits dans un magasin, on se fiche royalement de savoir quelle est la forme juridique. Encore une fois, ça va supposer d'aller chercher des clients auprès desquels j'ai besoin d'être référencé. À telle enseigne d'ailleurs qu'il existe un certain nombre de sociétés qu'on appelle les intégrateurs, qui réunissent des entrepreneurs qui n'ont pas chacun une SAS à 50 000 € de capital, mais qui vont intervenir en tant que sous-traitant pour cet intégrateur-là, intégrateur qui va bosser pour SAP, pour IBM, pour SFR et Hachette Livre, évidemment, hein, avec uniquement l'obligation de référencer qu'une seule structure. Donc, dans certains cas, quand mes clients sont des grands au sens large du mot, au sens très large du mot, j'ai besoin d'une structure, et là, il n'y a pas tellement le choix. Ce sera ou une SAS ou une SASU.
Autre question, la présence d'investisseurs. Alors là, je ne parle pas d'un investisseur de type Tata Jaquette ou Oncle Arnold, hein. Je parle d'un investisseur, le Conseil général d'Île-de-France, BPI France, un investisseur financier pur, un industriel qui voit des débouchés dans le projet que je suis en train de monter. Cet investisseur-là va être minoritaire dans le capital, évidemment. Il va mettre de l'argent qui n'est souvent pas en rapport avec la mise de fonds de capital initiale des associés. Mais pour autant, il va être minoritaire, il va avoir, je sais pas quoi, 7, 8, 12% du capital. Mais même à 12% du capital dans une société, je n'ai aucun pouvoir. Je suis convoqué à l'Assemblée, évidemment, sinon l'Assemblée serait nulle. On me demande mon avis, on me demande de voter d'ailleurs même, et on s'intéresse à mon vote, mais quel que soit le vote, finalement, la décision sera emportée par les 88% du capital autre. Ce qui fait que dans certains cas, j'ai besoin, en tant qu'investisseur, de pouvoir tordre les statuts, au sens juridique de mots, pour, moi, à mes 12% du capital, me donner des pouvoirs que la loi ne me donnerait pas a priori. Ça me permet d'être essentiel ou indispensable, que ma voix soit prépondérante si jamais on veut changer de président, on veut augmenter sa rémunération, on veut déménager l'activité, on veut partir à l'étranger, on veut adjoindre une autre activité, on veut faire entrer un nouvel actionnaire. Dans ce cas-là, on aura besoin de la voix prépondérante ou de la voix, en tout cas, significativement intéressante de l'investisseur. Et donc, dans ce cas-là, il faut que je torde les statuts parce que, pour le coup, 12% du capital dans la loi ne donne pas droit à grand-chose. Mais là, dans ma société, je vais pouvoir créer un mode de gouvernance, un mode de décision où mes 12% ont une vraie valeur, voire sont bloquantes le cas échéant. Et pour là, il n'y a pas 50 solutions, il n'y a que la SAS qui va fonctionner. Dans la SARL, je ne peux pas faire en sorte que on ait deux associés, un 88, un 12, et que celui de 12 a une voix bloquante sur un certain nombre de décisions. Ça ne marche pas dans une SARL, ça peut marcher dans une SAS. Donc là, je vais organiser la gouvernance de manière particulière. Et évidemment, ça suppose que j'ai un pacte d'actionnaires qui soit un peu blindé et bien rédigé pour bien prévoir tous les cas où il pourrait y avoir une discussion. Mais là aussi, la SAS ressort dans le top 1, on pourrait presque dire, du schéma entrepreneurial. Donc on a raisonné sur 3 grands sujets, les charges sociales, la question de la visibilité, la question de la présence de l'investisseur. À partir de ça, quel va être le statut juridique qui va être le mien? Comment vais-je agréger ces éléments-là, sachant qu'on a 3 grands statuts juridiques principalement: micro-entrepreneur, ou entrepreneur, les deux formulations se valent, une SARL ou une SAS. Alors quand je dis SARL ou SAS, j'emporte évidemment dans mon vocable à la fois SARL, ça vaut pour le URL, donc la SARL a un seul associé, et puis la SAS pour la SASU, la même SAS, mais avec un seul propriétaire de la société, un seul actionnaire. Donc regardons ces trois statuts-là et voyons dans quelle situation ils sont intéressants, et il est même essentiel de pouvoir les utiliser. Et puis après, je ferai un petit focus sur la situation particulière de je vais être à Pôle emploi et je veux aussi créer mon entreprise. Donc déjà, le fameux statut, celui qu'on adore, hein, le statut de micro-entrepreneur. Donc là, il est essentiellement intéressant dès l'instant où j'ai une activité qui est de petit volume. Encore une fois, hein, j'évoquais tout à l'heure en entrée, avoir un chiffre d'affaires de 68 000 euros, 70 000 euros dans le conseil et prendre 22% de charges sociales sur ce chiffre d'affaires-là, c'est énorme comme prix. Et c'est d'autant plus énorme qu'en matière de charges sociales, de retraite, c'est pas bien outillé, c'est-à-dire que les cotisations sont assez peu rentables. C'est lié à l'ancienne loi de la micro-entreprise qui avait été conçue pour une activité secondaire, pas principale. Donc l'activité secondaire ne nécessite pas d'une rentabilité retraite aussi importante que l'activité principale. Donc idéalement, des clients évidemment qui ne seraient pas soumis à TVA, ce serait plus simple, parce que là j'ai 2 droits, pas de TVA, mais encore une fois, l'absence de TVA en dessous du premier seuil est valable pour la micro-entreprise, est valable pour la SAS, pour la SASU, etc., si je le choisis. Et puis la question de la visibilité qu'on a évoquée. En revanche, je travaille forcément seul. Je peux pas faire, enfin, je peux, mais ça n'a pas d'intérêt fiscal et d'intérêt social, faire travailler des salariés, des stagiaires, des sous-traitants, évidemment, parce que pour le coup, j'aurai un bénéfice qui ne sera pas celui sur lequel vont être calculés et les impôts et les charges sociales. J'ai un chiffre d'affaires de 20 000 euros, je fais intervenir un sous-traitant pour 12 000 euros, mon bénéfice est de 8 000, mais dans la partie fiscale, je serai imposé sur à peu près 14 000 euros de résultats, et dans la partie sociale, mes charges sociales sont calculées sur les 20 000, donc, alors que je n'en ai touché que 8. Donc ça n'a pas grand intérêt dans mon... Idéalement, des situations où il y a peu de dépenses, en lien avec ce que je viens de dire avant, et puis c'est un schéma où on n'a pas de comptabilité à tenir. Alors ça, c'est un raisonnement... on ne va pas faire de la compta pour un micro-entrepreneur, évidemment. En revanche, je vois tellement de micro-entrepreneurs qui se lancent et qui disent « j'ai pas de compta à tenir, j'ai rien à faire », je ne cesse de leur dire « vous êtes des chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise ». Donc, au moins, il y a un compte bancaire séparé, au moins, il y a un compte bancaire où vous allez voir tout ce qui rentre et tout ce qui sort dans votre activité pour bien apprécier réellement si vous gagnez de l'argent ou pas. Et ça, c'est un schéma
entrepreneurial. Je suis chef d'entreprise, même micro-entrepreneur, même avec extrêmement peu d'obligations. Il n'est pas possible d'optimiser fiscalement et en matière de charges sociales, on est dans le même schéma. Je n'ai pas de capacité à optimiser socialement, c'est à me dire, fiscal et social, tiens, je me rémunère plus en 2021, plus en 2022, moins en 21, plus en 22, je vais jongler là-dessus compte tenu de ma fiscalité personnelle. J'ai pas le choix, c'est le chiffre d'affaires qui va tomber, qui va déterminer et mes impôts et mes charges sociales. Et attention, entrepreneur, micro-entrepreneur pendant X années, la retraite par répartition, la rentabilité, l'acquisition de points est relativement mauvaise. Encore une fois, c'est pas le législateur qui a voulu pénaliser le micro-entrepreneur, parce que dans l'esprit du législateur, au moment où cette loi-là a été faite, l'histoire en a retenu un autre usage. Dans l'esprit du législateur, c'était le fait de créer une activité secondaire, donc nécessitant globalement peu d'acquisition de retraite. Autre grand sujet, la SARL ou le URL, donc on reprendrait les mêmes points. Donc là, on est plutôt dans le fait d'un gérant de 10, 12, 13 ans avant de son départ en retraite. Et là, je raisonne par rapport au moment où il pourra se rémunérer. Pas forcément de présence d'investisseurs. Bien évidemment, là pour le coup, la compta est obligatoire et elle est intéressante. C'est l'expert comptable qui parle, mais la compta est intéressante parce que ça va me permettre de déduire les frais réels, que ça va aller de mon téléphone portable, au fait d'avoir embauché un stagiaire, enfin, pas embauché, d'avoir utilisé les services d'un stagiaire, d'avoir embauché un apprenti, fait bosser un sous-traitant, avoir eu tel type de dépense, tel type d'investissement, là pour le coup, ces dépenses-là se déduisent du résultat. Donc j'ai un résultat qui va être la base de ma fiscalité et donc qui va me permettre d'ailleurs de pouvoir optimiser fiscalement assez simplement ma SARL ou mon EURL. Les éléments de levier, les effets de levier, pardon, vont se trouver avec jouer sur la retraite et jouer sur la rémunération. La retraite par capitalisation, selon les années, les bonnes années, les moins bonnes, je vais regarder où est-ce qu'il est opportun de cotiser dans le patrimoine perso avec une économie fiscale perso ou issu du patrimoine de l'entreprise avec un intérêt fiscal de l'entreprise. Et puis on va jouer sur ces rémunérations évidemment d'une année sur l'autre. Je précise que le calendrier d'obtention fiscale est assez souple pour une SARL. On est le 20, j'ai oublié le chiffre, le 22 mars. Une SARL qui clôturait ses comptes au 31 décembre 2020, par exemple, je peux bouger la rémunération du gérant de 2020 jusqu'au 30 avril 2021. Donc on a encore un mois et une semaine, pour pouvoir optimiser la rémunération de mon gérant entre 2020 et 2021. Ce qui est d'autant plus intéressant aujourd'hui avec le Covid et les confinements que en fin avril, j'ai un tiers d'année qui s'est écoulé de la nouvelle année et je peux regarder quel est le trend, quelles sont les tendances pour voir où est-ce que j'ai intérêt à faire porter le plus de rémunération, ou l'année dernière, ou cette année. Et ça, c'est un calendrier qui est assez souple. Dans une SAS ou une SASU, j'ai pas 4 mois, j'ai 15 jours pour le faire, parce que le 15 janvier, je dois forcément dire à l'URSSAF, voilà ma rémunération fichée de 2020, prélevez-moi les charges sociales. Et puis sur la partie SRL ou ERL, donc là je vous dis, on est dans le même niveau d'assurance maladie que tout le monde, et en revanche, on a intérêt à cotiser tout de suite, assez rapidement, même immédiatement, en matière de retraite par capitalisation, ce qui sera un des éléments forts de la création de sa retraite une fois que je serai en capacité de partir. Et puis la fameuse SAS ou SASU. Alors là, je suis, comme j'évoquais tout à l'heure, plutôt proche de la retraite. Ça peut aussi être le cas d'un entrepreneur en retraite, sachant qu'un entrepreneur qui se lancerait en retraite, le coût, si on raisonne sur uniquement la question du coût, parce que une fois que je suis en retraite, que je cotise à la retraite ou pas, ça ne changera rien, enfin, si ce n'est mon envie citoyenne de redresser les finances de la France, mais à part ça, ça ne m'apportera rien. Donc si on raisonne sur un aspect de coût, un entrepreneur en retraite, si c'est possible, compte tenu de sa clientèle, compte tenu des volumes qu'il va gérer, aurait plutôt intérêt à être micro-entrepreneur que dans une société. Après, il y a des différents lieux de calcul de chiffre d'affaires où ça devient plus intéressant d'être en SAS que d'être en activité micro-entreprise, mais il y a différents lieux comme ça à calculer. Ça peut aussi être intéressant pour Pôle emploi, je vais revenir juste après. Et puis évidemment, ça intéressera un investisseur. Dans l'instant où je vais faire intervenir un investisseur, encore une fois, ça sera une SAS ou une SASU pour démarrer, qui se transformera mécaniquement en SAS le moment où l'entrepreneur ou l'investisseur va arriver. La compta est obligatoire, le même calcul dans une SARL, je serai imposé sur un bénéfice, et d'ailleurs le calcul de l'impôt, on l'a vu tout à l'heure, les modalités, impôt sur le revenu, impôt société, les charges déductibles, le calcul du chiffre d'affaires se fait exactement de la même manière, que ce soit dans une EURL ou dans une SASU, évidemment. En matière d'optimisation fiscale, j'ai une vraie capacité, alors un peu plus complémentaire par rapport à la SARL, parce que je vais pouvoir jongler avec les dividendes et la rémunération. Et puis aussi, j'aurai comme levier le fait de pouvoir cotiser plus ou moins en retraite par capitalisation et de le doser par rapport à ma rémunération.
Donc, généralement, lorsqu'on est en SAS ou SASU, on va jongler avec sa rémunération de présidence, les dividendes et les cotisations de retraite par capitalisation. C'est les 3 effets de levier importants que l'on va avoir, que l'on va utiliser à des niveaux différents selon la situation personnelle du dirigeant. On n'a pas le même raisonnement si on a un foyer fiscal bien garni, ses 3 enfants qui sont en foyer fiscal, si on est en foyer fiscal avec plus que 2 parts, selon les niveaux de bénéfices, etc. Évidemment, on va traiter ça tous les ans pour trouver la meilleure solution, à la fois en termes de protection sociale immédiate demain et aussi de fiscalité immédiate. Et puis en matière de charges sociales, on est dans le même environnement que les charges sociales classiques de n'importe quel salarié, et évidemment que les charges sociales SARL. J'entends non pas le taux de charge sociale, mais la protection qui est attachée, hein, l'assurance maladie, les remboursements de frais médicaux, etc. Petite précision, un cas un peu particulier qui peut peut-être vous concerner, quelqu'un qui serait accompagné par Pôle emploi dans la durée, par le mécanisme de l'allocation retour à l'emploi, qui est un mécanisme assez génial en fait que l'on a en France. À ma modeste connaissance de l'univers européen, je pense qu'on est les seuls pays de la communauté européenne à avoir ce type d'accompagnement-là, notamment sur la question de la retraite. C'est-à-dire pendant que vous êtes à Pôle emploi, que vous touchez l'allocation retour à l'emploi, vous accumulez autant de points de retraite que si vous n'aviez pas quitté votre entreprise précédemment, ce qui est de laquelle vous êtes salarié, ce qui est un avantage considérable, surtout que ça ne vous coûte rien, ce type de mécanisme-là. Donc, quel est le schéma généralement que l'on propose à l'entrepreneur qui va être en aide Pôle emploi, en ARE? Alors, je vous ai évoqué, je ferai un exemple, l'allocation retour à l'emploi qui va démarrer en mars 2021, hypothèse d'école, qui va aller jusqu'en février 2023, donc vous avez droit à 2 ans, au sein desquels vous ne vous rémunérez pas, au sein desquels vous ne vous rémunérez pas, et vous dégagez un peu de résultats. Évidemment, la question est de savoir si qu'est-ce qu'on ferait de ce résultat-là, ce sera un second sujet. Donc là, l'idée, ce serait de ne pas forcément passer un temps fou à chercher son statut juridique, ce serait de créer une SAS ou une SASU en mars 2021, au moment où on immatricule sa boîte, de rester dessus pendant 2 ans, en 2023, de sortir un peu de dividendes, un peu, hein, on laisse toujours, ça c'est un grand principe de gestion financière, on laisse toujours de la trésorerie dans sa structure, donc un petit peu de dividendes, et de s'en poser la question, est-ce qu'il est opportun, alors j'ai mis mars et avril pour laisser un peu de temps bien comprendre le schéma, est-ce qu'il est opportun que je reste en SAS ou que je transforme en SARL? Et ce sujet-là aujourd'hui est intéressant parce que vous imaginez bien qu'entre 2021 et 2023, il y a 2022, et il y aura donc forcément une nouvelle législature, une nouvelle mandature au Palais Bourbon, qui va peut-être modifier des choses sur les questions de la retraite, et notamment les questions des cotisations sociales pour les gérants de SRL, pour les présidents de SAS, peut-être même pour les dividendes, c'est un serpent de mer qui revient tous les ans. Donc c'est un sujet où on se dit, en faisant ça, je ne touche en rien à ma protection sociale, j'accumule mes trimestres de retraite, mes points de retraite, j'accumule de la trésorerie dans ma société parce qu'elle dégage un peu de résultats, et je me repose la question dans 2 ans, est-ce que j'ai intérêt à rester en SAS ou à switcher en SARL? Si la question de « ça y est, j'ai fini mes 2 ans » intervenait aujourd'hui, d'ailleurs on l'a traité avec un certain nombre de nos clients récemment, le raisonnement, ça serait de dire « il vous reste encore 15 ans, 20 ans, 18 ans à partir en retraite, switcher en SARL aujourd'hui ». Dans 2 ans, je ne peux pas vous dire quelle serait la réponse à cette question-là. Et donc c'est pour ça qu'en faisant ça, on ne se prive pas d'un droit à optimiser plus tard, on ne réduit pas l'ARE, on touche un maximum de points de retraite pendant toute cette durée-là, et ça me permet de prendre une décision avisée au moment où je serai en capacité d'eux et où les lois auront peut-être évolué. Et puis de fait, selon, je vais raisonner sur un schéma où je vais optimiser socialement, je vais prendre la retraite par capitalisation, voilà, ça va être, et puis jusqu'à mon arrêt d'activité. Voilà. Donc c'est un schéma qu'on rencontre souvent. Je vais être en SAS, je vais être accompagné par Pôle emploi, je crée une SAS ou une SASU et je me repose la question à la fin de Pôle emploi, est-ce que j'ai intérêt à switcher? Je précise d'ailleurs que le coût de la transformation, hein, du switch de SAS en SRL est inférieur ou égal, au-delà du calendrier qui fait que je dépenserai dans 2 ans, au coût que m'aurait coûté une SARL sur le minima de charges sociales que j'aurais à payer, même sans rémunération. J'ai été, oui, à 54, un petit peu plus long que prévu. J'aurais peut-être pu le prévoir parce que c'est toujours le cas. Je vais vous laisser un peu de temps pour poser vos questions. Je vais pouvoir vous envoyer les slides. Si vous êtes intéressé par les slides, vous allez voir que mon mail s'affiche sur les pages d'après, donc il ne faudra pas hésiter à m'envoyer votre mail pour que je vous envoie les slides. Je vais préparer aussi un replay de ce que je vous ai dit là. J'anime tous les mois une webconférence sur Internet. La prochaine, c'est le 15 avril, sur les frais déductibles. Ça dure aussi 1 heure, 1 heure et demie. Enfin, j'essaie de parler 50 minutes maximum. L'inscription, ça se fait sur le site, je vous allez voir après, lamaisondel'entrepreneur.com.
si vous le souhaitez. Et puis là, on va rentrer dans un temps où vous allez pouvoir poser vos questions. J'ai vu qu'il y en avait peut-être des gens qui sont exprimés dans le chat. Peut-être avez-vous déjà posé des questions? Oui, et donc je vais répondre déjà à celle-là. Puis après, s'il y a d'autres sujets, bien évidemment, n'hésitez pas à m'interroger. Une visibilité sur sa date de retraite actuellement mouvante, oui, mais alors oserais-je dire non, parce qu'en fait, on va pas perdre 5 ans. J'allais dire même différemment, l'âge de la retraite, semble-t-il, s'éloigne un petit peu. Auquel cas, on est toujours dans le même raisonnement, on aboutira toujours à la même réponse, en fait. Voilà. Donc, voilà, à mon sens, notamment quand on avance en âge, toutes les règles et toutes les lois, y compris cette loi-là, la loi qui devait rentrer en vigueur et qui a été décalée, ne proposait pas la même durée d'allongement de la retraite pour quelqu'un qui avait bossé 35 ans et quelqu'un qui démarrait sur le marché du travail aujourd'hui. Donc la question de l'âge réel du départ en retraite n'est qu'une question, j'allais presque dire, epsilon, qui en l'espèce ne jouera pas. Question sur les dividendes, ne peut-on pas se verser de dividendes en 2022? On peut se verser des dividendes quand on veut. Qui décide? C'est l'Assemblée générale des actionnaires. Encore faut-il que l'on ait décide d'une date de clôture qui soit antérieure, mettons sur fin 2021, pour pouvoir distribuer des dividendes en 2022. Peut-être votre question fait référence à un schéma Pôle emploi, schéma allocation retour à l'emploi. Alors oui, on peut distribuer des dividendes quand on veut. D'ailleurs, on peut même se rémunérer en tant que président ou gérant de sa société pendant le temps de Pôle emploi. Je ne le conseille pas pour plusieurs raisons. La première, question d'éthique. Je suis à Pôle emploi, je touche 3, 4, 5 000 euros de Pôle emploi par mois et je me verse 30 000 euros de dividendes. Je considère qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est une question d'éthique, je vous renvoie assez inélégamment la question. La deuxième, si c'est pour placer sur ou pour compenser un peu de trésorerie, à mon avis, vous avez plutôt intérêt à désépargner, ça vous coûtera moins cher et pas les 30%, et utiliser la trésorerie de la société pour la placer, pour en faire quelque chose. Et puis la troisième, qui est plus un schéma qui n'a rien à voir avec la fiscalité, rien à voir avec les charges sociales, mais qui m'apparaît d'autant plus important, c'est le raisonnement entrepreneurial. Pôle emploi, ce temps d'allocation retour à l'emploi, il est parfois très long, il dure parfois 36 mois, mais c'est un temps d'adieu, un temps de solde de tout compte, un temps de je vous dis au revoir de manière définitive. Alors ça peut durer longtemps, c'est 36 mois parfois, ou 24 mois. Mais ça veut dire qu'à l'issue de ce temps-là, Pôle emploi, pour vous, ce sera un infime souvenir et vous n'allez plus cotiser à Pôle emploi. Ça veut donc dire que qui est-ce qui doit être responsable du fait que mon activité peut se porter moins bien, qu'il peut y avoir un Covid-24, qui va peut-être générer des confinements mondiaux et nationaux, tout ce qu'on veut, que mon activité va pouvoir peut-être être concurrencée par un grand de la planète qui a réussi à me siphonner ma clientèle, enfin, différentes raisons. Qui est-ce qui va m'assurer que j'ai une rémunération si mon chiffre d'affaires baisse, j'ai une rémunération si mon chiffre d'affaires s'arrête? C'est plus Pôle emploi, donc ça va être moi. Ça va être à moi de gérer cette question-là, donc c'est à moi de devenir mon propre assureur. Et comment être son propre assureur? La meilleure manière, et la meilleure manière financièrement, c'est que là, il n'y a pas mieux que ça, c'est de ne pas se distribuer toute sa trésorerie dans sa société. Et qu'est-ce qui me permet de le faire? C'est Pôle emploi. Si pendant le temps que j'ai avec lui de 2 ans ou 3 ans, j'accumule du résultat, je peux laisser de l'argent dans ma société et ça me servira on pourrait presque dire, de Pôle emploi à moi privé tout seul perso, si jamais l'activité a des difficultés en 2028 ou en 2027, etc. Donc sur ce schéma-là, je considère que pendant le temps de Pôle emploi, si je peux me débrouiller avec en plus quelques éléments, je vais facturer mon portable, je vais peut-être mettre des frais kilométriques, peut-être mettre quelques frais liés à mon siège social, etc. Donc je vais pouvoir compenser un peu la baisse entre avant Pôle emploi et après, laisser la trésorerie dans la société et ça me servira de stock de trésorerie de sécurité. Et puis le jour où j'arrêterai mon activité, au jour où je liquiderai ma société, évidemment cette trésorerie-là, je la récupérerai, il s'entend, c'est évident. C'est vraiment le schéma le plus intéressant à mon avis à, à utiliser pendant le temps de Pôle emploi. Avez-vous d'autres questions par rapport à ce que je vous ai dit? Alors, Jean-Marc Derieux ici, donc juste une petite question, oui, concernant l'entreprise individuelle, donc la forme libérale, notamment après avoir soldé sa retraite. Vous l'avez très rapidement évoqué, mais est-ce qu'on peut reparler de son intérêt actuel? Moi, je l'ai pratiqué, donc mais c'était il y a quelques années, donc voilà. Deuxième sujet qu'on peut mettre dans le paysage et qui fait l'objet de réflexions souvent des nouveaux entrants au Rexam, c'est le portage salarial.
Voilà. Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sachant qu'on peut échanger, parce que j'ai aussi quelques retours là-dessus. Alors, le portage salarial, c'est un schéma intéressant, mais c'est pas un schéma enfin, je vais être un peu dur, hein, mais c'est pas un schéma entrepreneurial. Le portage salarial, c'est On est idéal d'accord. entre un temps salarié et un temps salarié. J'ai une mission à faire, où je pense avoir même 8 missions sur 1 an et demi à faire. C'est idéal parce que je n'ai pas à créer une société pour la dissoudre alors si c'est dans 1 an et demi, je pense qu'on perd beaucoup d'argent. Après, c'est le coût du portage salarial. Je n'ai pas Absolument, il rien y a le coût du optimisé. portage. Oui. Pardon? Non, non, je disais, il y a effectivement le problème du coût. Il y a le problème aussi du sérieux des sociétés de portage salarial, parce que toutes ne sont pas très sérieuses. Donc, il faut faire très attention à ce sujet-là. Et puis, il y a également une question d'image vis-à-vis des clients, parce que on crée une espèce de confusion dans l'esprit des clients. C'est-à-dire que vous êtes entrepreneur individuel, mais c'est une société tierce qui facture. Donc, tout ça, c'est pas très lisible souvent par des clients qui ne sont pas habitués à ce schéma. Et puis, c'est pas optimisant, ça c'est sûr. Si vous raisonnez sur le coût que va supporter votre client dans un schéma partage salarial par rapport au coût, vous pourriez facturer, notamment si vous bénéficiez de la location retour à l'emploi de Pôle emploi, ou même un coût en utilisant l'optimisation et l'organisation dividendes et rémunérations, vous êtes forcément évidemment gagnant. Donc voilà, c'est un schéma. Donc le portage salarial, c'est quelque chose de potentiellement intéressant. Sur une durée courte, portage salarial pendant 5 ans, on perd je ne sais combien de dizaines de milliers d'euros d'argent, je pense. Voilà. Donc ça a moins d'intérêt. L'activité libérale, alors je vais juste préciser une chose, activité libérale, c'est pas un statut juridique. C'est un mode d'exercice. Moi, je suis en activité libérale de fait de mon métier. Je suis dans mon cabinet en SAS et mes entrepreneurs, c'est une SARL. Donc, j'ai 2 schémas. Activité libérale, il y a 2 manières d'exercer. Soit je suis micro-entrepreneur, soit je suis entrepreneur individuel. Entrepreneur Parlez individuel d'entreprise classique. individuelle. Hein. Oui, c'est ce que je voulais évoquer, c'est l'entreprise individuelle. Alors, entrepreneur individuel classique, c'est exactement pareil que la SARL ou que le URL. En tout point, sauf que j'ai pas créé de société. Mais tout le reste est exactement de la même manière. La fiscalité, les charges sociales, l'organisation, la comptabilité, le compte bancaire. Même si je veux d'ailleurs être imposé, je peux être imposé dans une structure de type entreprise individuelle sans créer de société à l'impôt sur les sociétés. Je peux avoir la même protection sans créer de société que dans une société. Donc c'est vraiment le même schéma qu'une SARL ou qu'une URL en matière de charges sociales, d'organisation, etc. Peut-être un petit point sur la question des provisions, parce que j'ai souvenir que les 2 premières années, donc il y a des effets retard sur le paiement des charges sociales. Et donc, nous n'avons pas dans la comptabilité simplifiée de l'entreprise individuelle de provision. Si, si. Euh, et donc, il faut faire de la provision de trésorerie, quoi. C'est dans ces cas-là, il faut faire Si on très les attention. provisionne, justement, c'est l'intérêt d'une URL Oui, particulièrement. On le provisionne, en fait. tout à fait, Et on le tout à déduit du fait, bénéfice. tout à fait. Donc on peut le faire, en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est exactement la même manière. C'est exactement le même calcul. Oui, Même en oui, oui, SARL, on a oui, même décalage de trésorerie et ça s'anticipe évidemment. tout à fait. D'accord. Une question que vous me posez sur l'obligation de faire appel à un expert comptable. Alors là, c'est navrant, on va tous pleurer ensemble, mais il n'y a jamais obligation de faire appel à un expert comptable. Ça ne figure jamais dans les textes. Vous êtes opérationnel pour faire votre comptabilité, vous avez votre conjoint qui sait le faire, votre tante qui sait le faire aussi. Ça marche très bien, il n'y a pas d'obligation de faire appel à un cabinet comptable. Après, je ne vais pas vous dire c'est pas recommandé, je serais, mon mot d'ordre me crierait dessus si je ne vous le disais pas, mais il n'y a jamais ces obligations-là, évidemment. Qu'est-ce que ça coûte d'arrêter son activité? Cela coûte de la fiscalité sur ce qu'on appelle le boni de liquidation. Je crée une société, je mets 10 000 euros de capital en 2021, je la liquide en 2028. Quand je sors le compte bancaire, il n'y a pas 10 000 euros, mais il y en a 100 000. Ben, je vais avoir une fiscalité comme sur les dividendes, sur les 90 000 euros qui dépassent le dividende. Voilà. C'est ce que coûte en fiscalité le fait de récupérer, d'avoir créé plus de trésorerie que la trésorerie de départ. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, hein, les 30% de flat tax, c'est relativement supportable. Et puis après, il y a des coûts. Alors, par rapport à ce que j'évoquais là, c'est assez mineur, mais il y a des coûts juridiques. Alors, assez étonnamment, ça coûte plus cher de liquider une société que de la créer. Hein. Vous avez vu, hein, vous voyez s'afficher sur votre écran. Nous, on a 260 euros et les frais, c'est 230 avec les annonces légales. Et ne serait-ce que pour liquider une société, on a déjà au moins 550 euros de frais. Voilà. Il y a 2 annonces légales et les frais de greffe, rien que ça coûte plus de 500 euros. Voilà. Après le coût de liquidation d'une structure. J'insiste sur le fait d'ailleurs que
liquider sa société a de l'intérêt ou pas. Je suis en retraite depuis X années, je veux vraiment m'arrêter maintenant de travailler, j'ai plus envie de passer du temps à travailler, j'ai de la trésorerie dans ma structure, je peux tout à fait essayer de voir ce que je peux faire de ma structure pour en faire un lieu ou d'investissement, pour en faire un lieu de donation peut-être à des enfants. Vous avez vu dernière communication de Monsieur le maire qui voulait faciliter les donations là, du fait que beaucoup de gens ont fait des l'épargne. Bref, ça peut être un schéma intéressant de transformer un lieu avec de la trésorerie en un lieu familial qui peut servir à investir ou autre. Voilà, il n'y a pas que la liquidation qui est un schéma opportun. Est-il préférable de faire un apport en capital ou un apport en compte courant? Si votre société n'a pas besoin d'être visible particulièrement, et on le sait tous, la visibilité d'une société, c'est la forme juridique, je l'évoquais tout à l'heure, mais il y a aussi un élément important qui est le capital. On a tous bavé devant le papier en tête d'orange avec 1,555 milliard de capital, et le boucher du coin qui a que 800 € de capital, donc il y a une idée qui est attachée derrière. Mais si la visibilité n'est pas celle que vous recherchez ou n'est pas nécessaire dans votre projet entrepreneurial, il est plus intéressant de mettre un petit capital, de mettre du compte courant s'il y a besoin d'un investissement au départ pour lancer l'activité, investir, acheter le stock qui est nécessaire. Lorsque la trésorerie sera revenue, lorsque les clients vont commencer à payer et que la marge va arriver sur le compte bancaire, vous allez pouvoir vous rembourser votre compte courant sans fiscalité, sans charge sociale. Et finalement, votre boîte, elle aura été créée par quoi? Par les exemples farfelus, peut-être les 300 € de capital que vous avez mis au départ. Voilà. 300 €, c'est un peu faible, mais il n'empêche. Donc souvent, il est préférable de mettre un apport en compte courant plutôt qu'un apport en capital. Le raisonnement va être différent si je souhaite gonfler mon capital parce que visibilité, parce que souhait d'avoir un intérêt fiscal. Or, il y a quelques intérêts fiscaux aujourd'hui, notamment si vous créez une société avec des salariés qui vont arriver l'année d'après. Je prends l'exemple, je crée une société aujourd'hui en mars 2021. Mais je sais que j'aurai des salariés présents le 31 décembre 2022, donc l'année d'après, l'année de ma création. Je peux avoir intérêt à mettre un capital important parce que je vais pouvoir récupérer un quart du capital en réduction de mon impôt sur le revenu. Donc là, ça peut militer à l'inverse, gros capital, petit compte courant, parce que je vais avoir un intérêt fiscal derrière.